Salut tout le monde! Nouvelle année, nouvel Halloween, nouveau Simpson Horror Show, et en attendant, nouvelle vidéo sur les Simpson Horror Show. On respecte la tradition en ces lieux, et ce même si je donne l'impression d'avoir couvert le sujet en long, en large et en travers. Je n'aurai plus d'inspiration pour ces vidéos que quand je ne serai plus inspiré. Sur ces paroles philosophiques inspirantes, nous allons parler de l'horror show le plus récent à ce jour. Ah oui, ça c'est très inspiré. Hein. Oui, vous savez, j'ai eu l'idée quand je me suis dit « Oh, mais du coup, ça fait un horror show dont j'ai jamais parlé, parce qu'il est sorti pendant que je faisais ma dernière vidéo sur les horror shows. » Pas bête, hein. De toute façon, je me sentais pas l'envie de parler des pires segments des horror shows de l'âge d'or, comme ça m'a été une fois suggéré. Parce que, déjà, il y en a pratiquement aucun que je n'aime pas, et ceux que j'aime le moins, je n'aurais pas développé de manière intéressante par rapport au sujet des pires. En général, ils restent parfaitement regardables. Du coup, Nick, à la place, tu vas nous consacrer une vidéo entière à nous parler d'un autre horror show HD insipide, parce que ce qu'il y a de plus effrayant en ces temps d'Halloween, c'est bien un mauvais horror show. J'ai évoqué le pile et le face de ces épisodes spéciaux durant l'ère HD, mais je pense que l'idée générale qu'on peut en retirer, c'est qu'ils sont loin d'être impressionnants en moyenne. Malgré quelques éclaircies et un aparté de Thanksgiving aussi surprenant qu'il est efficace, on doit renoncer pour de bon à l'idée d'un éventuel pur horror show qui puisse rivaliser avec ce que la franchise a pondu lors de ses meilleurs jours. Eh bien... le Simpson Horror Show 33, de la saison 34 donc. Eh oui, loin de se contenter d'être un horror show de plus dans le mur, même s'il a été quand même assez anticipé pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, il a tout de même pulvérisé les attentes générales côté fans plus critiques de la série telle qu'elle est aujourd'hui. Chez les No-Homers notamment, la réception est quasi unanime. Et même si ça vaut ce que ça vaut, c'est l'épisode de la saison 34 envoyé en nomination au prochain Emmy Awards. Et je ne joue pas la carte du suspense, je pense qu'il s'agit effectivement là d'un horror show de très grande qualité, et légitimement meilleur que tous les précédents de l'ère HD, Thanksgiving d'horreur inclus. Les leçons du passé ont été retenues, après une succession de spéciaux d'Halloween qui échouent pour des raisons à la fois différentes mais similaires, comment celui-ci a retrouvé la formule magique? Est-ce que ça vous paraît normal qu'on se coltine encore des moustiques en octobre? Les réponses à toutes ces questions, à l'exception d'une seule, c'est dans cette vidéo. En apparence, cet horror show ne semble pas tellement se démarquer des autres dans ce qu'il propose. Déjà, comme souvent, on se retrouve avec 3 parodies, chacune d'une œuvre se distinguant clairement de la précédente. En premier, une parodie de Mr. Babadook, film d'horreur des années 2010. En second, une parodie de Death Note, que je ne ferai évidemment pas l'audace de vous présenter. Et en dernier, une parodie de Westworld, que vous connaissez sans doute plus pour l'adaptation en série que pour le film original. Sur le papier, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui distingue ça de la série qui fait une parodie de The Ring par exemple, pour se vautrer misérablement avec? Déjà, deux choses qui montrent qu'ils ont voulu faire les choses un poil différemment cette année. D'une, il s'agit là du premier horror show depuis la saison 14 à avoir quelqu'un d'autre que Al Jean en showrunner. C'est le premier géré par Matt Selman, le même qui avait enfilé la casquette de showrunner pour Thanksgiving d'horreur, ce qui est déjà très prometteur sur le papier. Il s'adjoint les services de Caroline Ominé en co-showrunner, le duo ayant, modestement, supervisé un certain Seul et tout pixelisé notamment. Ensuite, toujours depuis la saison 14, c'est le grand retour de la logique un scénariste par segment, donc 3 scénaristes qui opèrent sur cet épisode. Je ne dis pas que c'est la garantie du succès juste comme ça. Je veux dire, après tout, Thanksgiving d'horreur, il est de la main d'un seul scénariste. Cependant, dans la grande majorité des cas, les horror shows depuis un certain moment sont tellement fouillis et mal développés que ce ne serait guère surprenant que le crédit du scénariste affilié ne veuille pas dire grand chose. Plus que les épisodes classiques, il respire en général le côté passage à la table des scénaristes pour que 1000 mains supplémentaires viennent agrafer des concepts et des gags, jusqu'à arriver dans le pire des cas à une sorte de monstre de Frankenstein rapiécé de partout. Pourquoi ce serait différent dans ce cas, me direz-vous? Eh bien, c'est au feeling de chacun. Je n'ai aucun doute que cet épisode-là est aussi passé sur la table des scénaristes pour être remanié ici et là, comme tous les autres. Il n'empêche, Selman, en général, il sait plus s'y faire avec les intrigues qui vont au bout de leurs idées, comme si elles restaient homogènes constamment. Et je pense que cet horror show a compris le truc. Chaque histoire se distingue de la précédente, mais chacune garde une logique interne avec un début et une fin, qui fait sens, avec un bon rythme, et avec une bonne gestion de ce qu'il a sous la main, sans se perdre ailleurs de façon superficielle. Oserais-je dire, ces histoires sont simples et directes. Car il faut se rappeler que ce qui fait défaut à ces épisodes, en général, c'est l'impression de faire face à des histoires qui en rajoutent constamment, mais qui n'ont jamais le temps d'exploiter leurs idées, paraissant ainsi paradoxalement maigres. Ce alors que l'épisode se perd délibérément dans le filler, comme le montrent ses multiples intros ridiculement longues sous l'égérie d'Al Jean. Limite l'impression de voir un 4e segment, et sur un épisode de 21 minutes, c'est trop. Message reçu dans le cas ci présent, le rythme ne posant pas de problème. L'astuce trouvée par Thanksgiving d'horreur, c'était tout simplement
simplement de se permettre d'avoir 3 minutes en rab par rapport à un épisode HD classique. Il pouvait ainsi s'autoriser tout de même une petite intro très old school sans donner l'impression de gaspiller son temps. L'Horror Show 33 n'a pas ce bonus des 3 minutes, mais en revanche ce qu'il fait, c'est qu'il entre très rapidement dans le vif du sujet. Même pas 10 secondes dans l'épisode que le premier segment est lancé, paf, bim bam boum et autres onomatopées évocatrices. Comme ces quelques anciens Horror Show avec une intro très courte, juste de quoi se mettre dans le bain. Et pour le côté histoires horrifiques, on ouvre avec un vieux livre dans une intro en stop motion très jolie, et celui-ci s'ouvre lui-même pour raconter sa première histoire. Encore mieux, histoire de montrer à quel point cet Horror Show tient à profiter à fond de chaque seconde qui lui est accordée, la magie de l'arrêt sur image nous permet d'observer la première page du livre qui contextualise le premier segment. Vous comprendrez que cet Horror Show d'une manière générale va plaire tout particulièrement aux gens qui font des arrêts sur image. Il laisse une occasion supplémentaire de s'imprégner de l'histoire avant de pleinement la lancer. Ce qui nous amène au premier segment. Incroyable, n'est-ce pas? Le Poukadouk. Les deux autres segments de l'épisode sont probablement ceux qui ont été le plus anticipés par les fans pour des raisons plutôt évidentes. Mais moi, c'était le Poukadouk que j'attendais tout particulièrement, grand amateur des histoires d'Halloween des Simpsons qui sont surtout horrifiques, même si je peux adorer les loufoques également. Et j'aime quand mes attentes sont satisfaites, parce que j'aime autant dire que c'est mon segment préféré des trois. Et probablement le segment que j'aurais mis tout en haut de ma liste des segments HD si je l'avais fait maintenant. Tu t'es bien battu, Homer. Désolé. Mais j'ai revu le Poukadouk plusieurs fois déjà, et j'adore vraiment ce segment. Pourquoi je l'aime autant donc? Eh bien déjà, un segment avec Maggie Simpson en vedette, ça court pas les rues, en excluant ceux où elle sert surtout de MacGuffin à l'intrigue. Et quand ça arrive, on ne fait pas face à la Maggie habituelle en général. Fille d'alien assoiffée de sang, bébé tout bonnement possédé. Ça semblait être la seule solution si l'on veut un segment où elle joue un grand rôle. Ce qui peut se comprendre, après tout c'est un bébé de 2 ans. Certes avec l'intelligence d'un personnage d'Eraz Moquette, mais un bébé de 2 ans quand même. Donc je conçois qu'il n'y ait pas 36 000 options d'intrigue où elle occupe le centre tout en gardant son personnage dans le pur esprit de ce qu'elle est dans les épisodes canon. Ce que le Poukadouk propose, c'est d'ajouter Marge dans l'équation, ce qui n'est pas plus mal parce que les bons segments centrés sur Marge, ça ne court pas les rues non plus, et le choix d'une parodie de Mr Babadook. Une histoire horrifique très portée sur la relation entre une mère et son enfant, ainsi que sur les démons personnels. Donc un choix pertinent en l'occurrence, car on sait ce que Marge peut encaisser. Fatalement, la mythologie du Babadook est remaniée. Le segment n'a pas l'intention de reprendre tous les propos du film original. Mais là où ce segment se différencie de n'importe quelle autre parodie torchée dans un quelconque autre horror show en suivant ce principe, c'est qu'il comprend qu'une bonne parodie implique un certain degré d'adaptation. Compresser une histoire préexistante en 6 minutes et demie pour en faire une parodie respectueuse tout autant qu'un segment tenant sur ses propres 2 jambes, c'est pas évident. Et plus encore, l'intégrer au lore Simpson, c'est chaud la merguez quoi. Je ne dirai plus jamais ça, désolé. Le segment tel quel fait le choix de ne pas forcer le background du Babadook dans l'univers Simpson, mais plutôt de l'adapter de sorte à ce qu'il colle à une idée proposée. Et c'est la clé d'une bonne adaptation à mes yeux. The Shining est mon segment préféré de l'histoire des horror shows, et pourtant ça éclipse et simplifie tellement de choses venant de Shining, livre comme film. Les métaphores complexes derrière cette histoire sinistre, ça n'intéresse pas le segment. Non, faites juste en sorte qu'Homer entre en folie meurtrière parce qu'il n'a ni bière ni télé à disposition. Et ça marche parce que ça colle. L'avantage de ces histoires populaires, c'est qu'elles peuvent être aussi malléables. On peut reprendre des choses, en écarter d'autres plus ou moins délibérément, tant que c'est approprié. Ils ont voulu coller ça à la bêtise d'Homer qui en devient intimidante, mais pas moins hilarante. Et la façon dont ils haussent les épaules du genre Homer qui tente de tuer ses proches après la pauvre explication de Phantom Mo, bah dans l'esprit général, ça trouve sa place. Grosse vibe de segment à l'ancienne avec le Poukadouk donc, qui comprend cet esprit selon moi. Il sait où est-ce qu'il peut se permettre de brûler les étapes et où est-ce qu'il ne peut pas se permettre ça. Donc on ouvre avec le livre déjà sur l'étagère de Maggie, parce qu'ils ont ce livre, on ne sait comment. Ils l'ont, c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'après, on a plus de temps pour la lecture du livre lui-même, qui est vital pour initier l'ambiance du segment. La simplification d'un côté permet le développement nécessaire de l'autre. Il est nécessaire car il pose non seulement le fil d'Ariane, mais aussi les thématiques qui traversent cette adaptation et les personnages qui les portent. Et les personnages, c'est important dans le succès de ces parodies. Parce que de cette façon, on a moins l'impression de voir ces X œuvres, mais avec les personnages des Simpsons dedans. À la place, on voit en l'occurrence ces Mr Babadook, mais réarrangés de sorte à ce que ça tire avantage de la personnalité de Marge et ses propres démons personnels. L'arrêt sur image mentionné plus tôt parle en effet du poids sur les épaules de Marge en tant que mère au foyer pour une famille comme celle
personnel des Simpsons. Beaucoup de pression et le reste de la famille qui n'en fait pas une pour lui simplifier la responsabilité qui l'encombre, même sans pensée malveillante. Ça pourrait littéralement être le contexte d'un épisode classique, et ça insiste sur le moment d'apaisement que lui procure sa plus jeune fille, et le lien spécial entre les deux qui sera clé dans ce segment. Toutes les cartes en main en somme. C'est un segment qui n'aurait probablement pas autant marché avec Bart ou Lisa à la place de Maggie. Non pas que Marge les aime moins bien sûr, mais Maggie passe mieux comme ce qui apaise Marge le plus et vice versa. Car l'ambiance change lorsque ce qui apporte le plus de réconfort à Maggie devient ce qui veut sa peau. Et le segment tire grandement parti du point de vue du bébé de cette façon. L'avoir comme centre et comme cible du monstre permet au segment de paraître plus atmosphérique. Maggie ne parle pas, elle ne peut pas interagir verbalement pour prévenir sa famille ou tenter de dégager le Poukadouk, et elle ne peut pas lancer une vanne à l'occasion. Elle ne peut compter que sur le langage du corps pour communiquer des émotions. Et ça marche très bien, merci les animateurs pour le boulot efficace. C'est du show don't tell qui fonctionne brillamment, tant parce que ça amplifie le facteur horrifique que parce que ça amplifie le facteur émotionnel. Car même si le Poukadouk n'emprunte pas les mêmes sentiers que l'œuvre adaptée, ça ne l'empêche pas d'apporter sa propre touche et d'exploiter ce qui tracasse les personnages, surtout Marge en l'occurrence. En plus de ses lourdes responsabilités, elle se sent prise pour acquise et pourtant délaissée des activités familiales. Ce qui guide l'intrigue, c'est aussi le fait qu'elle pense qu'elle ne compte pas plus que ça. Ce n'est pas négligé par le segment qui accentue constamment le point par le biais de quelques gags et scènes complémentaires et organiques. Et surtout, Maggie est ce qui permet que tout cela ne se disperse pas. Par le biais de gestes simples mais forts, elle est ce qui permet à Marge de se rappeler que même si l'impression paraît autre, il y aura toujours quelqu'un qui tiendra à elle. Le Poukadouk agit comme un symbolisme efficace. Un ami m'a une fois partagé une analyse vraiment pertinente à laquelle je n'avais pas pensé. Quant au fait qu'elle enferme le Poukadouk dans la cave avec le reste des reliques de ses frustrations et déceptions en tant que mère de famille. En somme, je trouve que rien n'est laissé au hasard dans ce segment. Et si j'ai peut-être un peu exagéré en parlant pendant 5 minutes du fond et de la symbolique, c'est aussi un excellent segment horrifique qui glisse quelques touches d'humour bien entendu, mais qui globalement sait quand elles peuvent paraître intrusives. C'est comme ce petit moment dans Thanksgiving d'horreur avec Margia qui amatou Maggie en lui faisant écouter le battement de cœur de sa mère. Des petits moments comme ça qui rappellent que les Simpsons, ça peut être plus qu'une machine à gag. Autrement, l'ambiance est au poil et le voice casting au diapason. J'en ai déjà parlé avec ma review de Seul et tout pixelisé, mais même si on rigole de la voix de Julie Kavner aujourd'hui, quand elle est bien dirigée, elle peut toujours délivrer des performances épatantes, ce qui est le cas ici. D'autant qu'au final, Marge possédée tire vraiment avantage de la voix plus rocailleuse de Kavner aujourd'hui. Oh, Peekaboo, I hear you. Mais je salue également notre Véronique Augereau nationale, qui donne une prestation tout à fait solide, pour me racheter un peu après ne pas avoir parlé de la VF de l'épisode susmentionné. Petite peste, ouvre cette porte immédiatement. Laisse-moi entrer, ta gamine. Mais je ne veux pas donner l'impression de survendre ce segment, même si c'est une foutue grande réussite, car les deux suivants sont également de très bonnes tenues et ne déçoivent pas après la grande hype autour d'eux. À commencer par Death Tom. À première vue, vous vous doutez d'au moins une raison pour laquelle ce segment a attiré l'œil de beaucoup, littéralement question d'esthétique. En effet, l'équipe de cet épisode s'est arrangée pour pleinement épouser la parodie de Death Note en s'administrant les services de Dior Movie, un des studios ayant opéré sur l'animation de l'adaptation animée. Un geste approprié pour mieux appréhender le ton général de la série et en être une adaptation plus fidèle que si la série avait sorti la carte du faux style animé dans le style occidental traditionnel de l'animation. Et c'est certainement magnifique à contempler d'un point de vue visuel. J'aime beaucoup la traduction de plusieurs de ces personnages et lieux emblématiques dans ce style, car elle n'est pas traitée par-dessus la jambe. C'est aussi marrant d'avoir le variant Simpson de Death Note que d'avoir le variant Death Note des Simpsons. Comme ça ne va pas que dans un sens, et il y a encore plus à apprécier. Ce que j'aime tout particulièrement avec ce choix visuel, c'est son exécution. Approprié pour un segment plein de meurtres, j'ai pas raison. La direction tire avantage du style et de l'angle de parodie de Death Note en suivant à la lettre son empreinte dramatique. Et ça rend ce choix visuel plus pertinent et travaillé, et le contraste plus marquant. On doit ça autant à l'équipe de Dior Movie qu'aux artistes storyboard locaux. Ainsi, c'est plus engageant, mais aussi très amusant d'avoir ces gags simpsoniens sous une réalisation très inspirée par Death Note. Je pense que ça rend ce segment bien plus drôle que s'il avait été fait sous le style habituel de la série. C'est effectivement aussi possiblement le segment le plus drôle des trois pour moi. En tout cas, hôte de quelques de mes plus gros fous rires devant l'épisode. Et encore une fois, la combinaison des deux paramètres n'est certainement pas étrangère. Well, I'm gonna give him a very dignified and humane murder. The most peaceful way to go.
Pour ce qui est de l'efficacité de la parodie, je ne serai certainement pas le mieux placé pour en parler. Je n'ai jamais regardé Death Note, je connais les personnages seulement de nom, et il y a plus d'un an vous m'auriez parlé de Shinigami et je vous aurais répondu c'est quel genre de spécialité locale ça. Tout ce que je peux dire c'est que dans la mouvance du reste de cet horror show, la parodie n'est pas pour autant prétexte à traiter les personnages par-dessus la jambe. Lisa est un personnage approprié pour occuper le rôle du nouveau détenteur du tome, sûrement plus que Bart, car le but c'est de jouer la carte de l'ivresse du pouvoir contre les morales en lesquelles le personnage croit. Elle enchaîne les meurtres des gestionnaires d'une société ultra polluante car d'après elle, ça en fait une héroïne. Pour au final, de façon logique, finir par basculer dans l'intérêt personnel, surtout quand elle risque de se faire exposer. Le segment est court, bien que ce soit le plus long des trois, mais il a le mérite d'aller droit au but et de laisser parler la direction plus que le script pour représenter les défis moraux. Les dialogues eux-mêmes sont presque parfois un tantinet chouïa trop explicites, mais rien de vraiment méchant. Ça sert même le côté parodique de la façade dramatique, que le segment ne traite pas pour autant avec condescendance. C'est une bouffée d'air frais d'avoir une vision américaine des animés qui ne soit pas à fond dans les mêmes clichés redondants sous couvert du méta parodique. L'équipe en charge de cet épisode a clairement bien fait son travail en proposant un compromis qui marche du tonnerre. Et en dernier, mais pas des moindres, Simpsons World. Si ce n'est pas la parodie de Death Note en mode full Death Note qui a attiré l'œil du fan ordinaire avant de lancer l'épisode, alors c'est peut-être ce segment-là qui promettait une plongée extrêmement méta dans plus de 700 épisodes et 3 décennies de lore, sous couvert d'une parodie de Westworld. Et effectivement, si votre délire c'est l'autoréférence, alors vous allez être servi, parce qu'il y en a absolument partout. Une petite pensée pour la VF, dont l'absence de Bible perdurant dans le temps est particulièrement notable en ce cas présent, sans compter un peu de traduction peu efficace, même si parfois concrètement impossible dans le contexte concerné. Je dois reconnaître une fois de plus que les œuvres de ces dernières années à fond dans le méta et l'autoparodie de là ou des marques représentées me donnent souvent fortement l'envie de mourir. Heureusement, ce qui aurait pu être le plus gros acte de masturbation de la série se transforme en une satire absolument jouissive et un segment tout à fait engageant d'un point de vue implication horrifique. Oui, le segment n'y va pas de ma morte, question clin d'œil. Toutes les époques y ont droit, même les épisodes les moins mémorables. À moins que vous ne soyez un énorme fan de Kill Jill. Auquel cas, consultez s'il vous plaît. Mais ça marche pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'est un contexte qui appelle ces références. Difficile d'imaginer le concept même d'un parc dédié aux Simpsons sans impliquer le maximum de ce que la série a produit jusqu'ici. Ça fait crédible quoi, ça ne reste pas en surface. La frontière séparant cela du prétexte pour une utilisation intensive de références est fine, d'autant que certains épisodes récents sont coupables de tentatives forcées de nostalgie. Mais ici, ça n'attire pas constamment l'attention sur tel ou tel clin d'œil à tel ou tel épisode passé. Juste ce qu'il faut pour qu'on ait pleinement l'impression de s'immerger dans un tel parc tel qu'il pourrait être s'il existait vraiment. Les fois où une référence est vraiment mise en avant, ça sert surtout l'intrigue en général, et c'est très appréciable. Mais la raison qui fait que ça marche tout particulièrement, c'est que le segment regarde l'héritage laissé par la série avec un œil plus critique que nostalgique. Ça tape sans merci sur ceux qui se réfugient dans la nostalgie, et ça va efficacement de pair avec l'idée même d'un parc créé pour revivre cette nostalgie, au lieu de regarder l'état actuel du monde en face. Concept d'anticipation très prometteur, mais avec l'approche mordante des Simpsons, qui reconnaît en l'occurrence son état de propriété intellectuelle aux multiples conséquences. On en profite jusqu'à plus soif, atteignant l'étape ultime, celle de vivre directement ces moments classiques. Et la multiplication des visions des 10 moments classiques optimise le propos, qui se fait un malin plaisir à se foutre de la gueule des gens qui citent constamment les scènes les plus iconiques et les détournent en même surutilisées. Faisant partie de ces gens-là, la satire me fait d'autant plus marrer, parce que c'est juste vrai ce qu'on voit. Et si ça ne suffisait pas, ça accentue le côté horreur existentielle traversé par les personnages. Le drame n'est pas juste qu'ils soient des êtres artificiels, mais qu'ils soient des êtres dont le but de leur existence est de répéter ad nauseum des moments scriptés d'une propriété fictive pour l'amusement des autres sans jamais en avoir conscience. Et ce, pour l'éternité. Ça aurait peut-être pu insister plus encore sur cet aspect de l'intrigue, d'autant qu'au final, il s'agit là d'une seule version de chaque personnage qui a la chance de gagner la
conscience leur permettant de s'évader, alors qu'il y en a des centaines d'autres condamnés à ne jamais vraiment exister. Mais en moins de 7 minutes, le segment aborde déjà énormément de choses avec efficacité, donc bon. L'horreur, c'est donc cette traversée existentielle tout autant que la réalisation de l'énorme pouvoir des propriétés intellectuelles, qui nous enterreront tous éventuellement. D'ailleurs, il y a un parc Rick et Morty visible à la fin, et Dieu nous garde si jamais l'un des réplicants des personnages de cette série, et surtout un Rick, acquiert une conscience là-bas. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a tout de même un fond émotionnel palpable derrière cette énorme farce. Car c'est l'histoire de personnages qui n'en ont cure du fait qu'ils ne soient que les matérialisations des inventions d'un univers fictif. Ils veulent rester ensemble et s'enfuir d'ici, parce que pour eux, que leurs souvenirs soient fabriqués ou pas, et que les visiteurs du parc les prennent juste pour des moyens d'assouvir leurs besoins de divertissement, ils sont une vraie famille. Et c'est assez réconfortant. Un passage bien représentatif arrive à la fin lorsque Marge roule sur des visiteurs du parc en s'enfuyant. Lisa clame que ces gens sont bien réels, ce à quoi elle répond que eux aussi. Et j'adore tout autant le double sens quant au fait qu'on ne paraisse pas plus humain qu'eux compte tenu de toutes les circonstances évoquées, que la confirmation de la solidité de leurs liens. Pourquoi l'artificiel les empêcherait de continuer à vivre comme la famille aimante que leurs souvenirs préconçus les poussent à être? Ça ajoute une nouvelle couche vraiment sympa à l'ensemble. Et une nouvelle fois, c'est un horror show qui profite de sa durée jusqu'au bout. La scène post-crédit continuant d'étoffer le contexte apte au petit malaise du dernier segment. Les 3 segments sont tous très réussis à mes yeux, mais ce qui contribue à élever cet horror show au-dessus des autres, c'est le soin général apporté à cet épisode en tant qu'anthologie. La balance entre l'horrifique, le charmant et le farfelu est gérée comme il faut. Les adaptations sont choisies avec pertinence, au lieu de tirer 3 parodies random dans un chapeau et forcer ces parodies sur les personnages de la série. Et de la même manière que Thanksgiving d'horreur, toutes ces histoires tournent autour de la même thématique, à savoir la corruption de la personnalité et de l'esprit. Marge possédée par un être surnaturel jouant avec ses propres frustrations, Lisa perdant le sens de ses valeurs avec le pouvoir du Death-Tome dans ses mains, et la famille apprenant que tout ce qu'ils ont connu n'est pas réel. Les liens familiaux sont également un élément clé dans chacune de ces histoires. C'est le genre de détail prouvant à mes yeux le soin particulier apporté à cet épisode, comparé à bien des précédents dont la finalité paraît surtout être le respect du quota. L'ensemble est donc non seulement relié par un vrai sens de l'atmosphère, mais aussi de la cohésion générale. Ces segments sont si variés, et pourtant ils paraissent indissociables des autres et traversés par une ambiance unie. La direction est inspirée, Rob Oliver à qui l'on devait déjà Thanksgiving d'horreur livre peut-être un de ses meilleurs boulots au niveau de la réalisation, le soin du détail est palpable, la musique est sinistre et accrocheuse comme il faut, et la gestion des gags est excellente. Et je tiens aussi à saluer le travail de Caroline Ominé sur ce coup. J'ai été très critique de son Horror Show 22, mais rétrospectivement, je pense que ce qui contribue à son échec, c'est ce que je mentionnais plus tôt. On sent trop qu'il a été remanié par une dizaine de personnes jusqu'au bout à partir d'un premier jet. Ça, et oui, l'idée du premier segment en faisait un segment mort dès le départ. Mais j'en finis par me demander si le script initial impliquait vraiment Homer qui communique par CP. En revanche, le travail d'Ominé en tant que co-showrunner est pratiquement exceptionnel pour les standards de l'RHD. Tous les épisodes qu'elle a co-supervisés sont au moins plutôt bons à mes yeux, et il y a quelques des plus grandes réussites de l'RHD, comme Seul et tout pixelisé, et l'excellent A Mid-Childhood Night's Dream dans la saison 35. De tous les co-showrunners actuels, à mon sens, elle comprend le mieux le principe des concepts guidés par les personnages et non l'inverse. Elle a confiance en eux et injecte une humanité attachante en eux. Et ça ne l'empêche pourtant pas de s'autoriser des accès de créativité. La diffusion de chacun de ces épisodes lui permet de partager en live sur Twitter un petit making-of qui fait réaliser l'enthousiasme et le soin qu'elle apporte dans leur direction. Et pour cet horror show, le boulot se ressent. Après la conception d'un épisode comme celui-là, je comprends qu'elle ait décidé de se retirer du poste de co-showrunner pour le cycle de production de la saison 35. Mais c'est une grosse perte à mes yeux. Elle aura au moins permis à quelques excellents épisodes de l'RHD d'être ce qu'ils sont. Et pour ça, respect. Matt Selman rempile pour l'horror show de cette année, avec Brian Keeley à ses côtés, qui a également quelques très bons épisodes à son actif. Donc même si je ne peux croire en un horror show aussi miraculeux que son aîné, je croise les doigts pour qu'il continue à me redonner espoir en l'avenir de ses dérivés horrifiques pour aussi longtemps que la série durera. Joyeux Halloween et on se retrouve lors de la prochaine chronique qui fait pas peur. Ciao!